Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire des éditions Didier Fleu. Je suis Wilfried et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire qui va nous prendre environ 45 minutes, où on va parler ensemble de 5 astuces pour faciliter l'apprentissage du FLE avec des cartes mentales. Alors, vous êtes déjà très, très nombreux dans la salle. Merci à tous d'être si nombreux. Vous venez des Pays-Bas, vous venez d'Ukraine, vous venez de France, de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, d'Ukraine, de Roumanie, d'Italie, d'Argentine, du Maroc, de Vilnius également, d'Allemagne, d'Espagne, de l'Inde, de l'Arabie Saoudite, des États-Unis, de Turquie, du Brésil, j'en oublie sans doute, vous êtes aussi de Grèce, de République tchèque, de l'Équateur, de République dominicaine. Bref, vous êtes un petit peu partout dans le globe. C'est toujours un petit peu impressionnant de voir à quel point vous suivez nos webinaires à droite, à gauche dans le monde. Donc, bienvenue à vous. Et on va parler ensemble donc pendant 45 minutes des cartes mentales. J'espère que vous voyez bien tous et toutes mon écran. On va pouvoir commencer ensemble. Et je vais déjà commencer par une première question. Je vous montre ici un extrait du Becherel que vous connaissez forcément toutes et tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran déjà? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Et bonjour à ceux qui nous rejoignent du Mexique aussi. Oui, merci à toutes et tous. Donc, vous voyez mon écran et effectivement, je vous présente ici un extrait de la dernière édition du Becherel Conjugaison, où on voit au centre de l'écran 2 cartes mentales, une carte mentale sur le présent de l'indicatif et sur le passé simple. Est-ce que vous pouvez me dire, à partir de ce que vous voyez à l'écran, selon vous, c'est quoi une carte mentale? C'est quoi la définition que vous donneriez d'une carte mentale à partir de l'exemple que je vous montre à l'écran? Alors, Mania nous dit le thème principal au centre, effectivement. Gilda nous dit que c'est l'objectif de simplifier un cours. Oui, effectivement, ça va dans ce sens-là. J'irais même au-delà, hein, c'est pas seulement simplifier un cours, ça peut aussi simplifier une réunion dans le contexte professionnel, ça peut simplifier une notion, ça va schématiser une notion, nous disent aussi certains dans le chat. Organisation graphique hiérarchisée de concepts, nous dit Sylvie. Effectivement, c'est très, très précis. Chloé nous précise que c'est une division en sous-thèmes. C'est un outil de mémorisation, nous dit Nadia. Une représentation schématisée, nous dit Lorena. Un résumé visuel, une présentation graphique, une conceptualisation. Effectivement, tous ces éléments-là sont des éléments valables et recevables dans ce que vous proposez. Le point commun de ces différents éléments dans une carte mentale, c'est que c'est souvent une représentation d'un concept, souvent placé au centre du schéma, sous forme d'arborescence ou sous forme de rayons de soleil. Donc, c'est souvent cette dimension-là qui revient dans la définition d'une carte mentale. Donc, vous le voyez ici avec 2 exemples présentés dans le Becherel, avec les déclinaisons de la conjugaison du présent de l'indicatif avec le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Un autre exemple, un peu plus conceptuel ici, je vous montre un ouvrage des éditions Fouché Supérieur pour la préparation aux sciences infirmières, où on parle d'un sujet de santé. Et ici, on parle du reflux gastro-œsophagien. Et vous voyez qu'on a fait le choix d'une présentation, encore une fois sous forme de carte mentale, évidemment, mais avec aussi des schémas. Ce qui est intéressant à voir dans la définition aussi d'une carte mentale, c'est que la carte mentale est souvent associée à des images. Ce n'est pas seulement un classement de mots-clés, ce n'est pas seulement un classement de notions et de concepts, c'est aussi une visualisation de ces concepts. Et vous le voyez ici, on donne un exemple ici avec une image. Alors, dans ce webinaire, quel va être le programme? On va essayer de structurer un petit peu l'approche des cartes mentales pour justement essayer de voir comment elles peuvent nous aider dans nos cours au quotidien, comment elles peuvent aider les apprenants dans leur autonomie, comment elles peuvent les aider à mémoriser et surtout parfois à conceptualiser leur progression aussi, parce que ce n'est pas seulement l'objectif que de mémoriser, mais c'est aussi l'objectif de favoriser la conceptualisation de ce que l'on est en train d'apprendre. Et pourquoi pas aussi, ça peut être un outil très intéressant pour prendre en compte les intelligences multiples et pour faire de la différenciation en classe. C'est ce qu'on va essayer de voir au travers de ces 5 astuces que je vais vous proposer aujourd'hui. 5 astuces pour faciliter l'apprentissage du FLE avec des cartes mentales. On va y aller en 5 étapes. Donc, première étape, représenter le temps et les séquences. Les cartes mentales vont nous aider à ça. Les cartes mentales vont également nous aider à jongler avec des concepts, à classer, à comparer des notions.
Elles vont nous aider également à montrer les interactions entre différents éléments, entre différentes notions. Elles vont aussi nous aider à déterminer les arguments, les causes et les conséquences d'une structure, notamment textuelle, mais pas que. Et enfin, on terminera par une dernière astuce sur développer son imagerie mentale et sa mémoire visuelle, qui est une autre manière aussi d'appréhender une langue et de mémoriser une langue au travers des cartes mentales. Donc, on va essayer de structurer l'approche au travers de ces 5 astuces et on commence tout de suite avec la première astuce sur représenter le temps et les séquences. Alors, je vous montre ici un extrait d'Édito Pro, Édito français professionnel. Euh, Ici, on représente une séquence. Vous voyez, c'est la page d'introduction d'une unité et même d'un module. Et dans ce module, on a 3 unités. Et vous remarquez que la carte mentale qui parle ici du projet Booster sa carrière va être structurée au travers de 3 unités. Donc, on présente 3 temps de séquence. Hein. Et chaque temps de séquence est divisé en objectifs, en outils et en études de cas. Donc, dans cette unité, dans ce module, on va d'abord présenter son parcours avec une étude de cas en route pour la journée d'intégration. Unité 2, entretenir un réseau avec une étude de cas la nuit des alumni. Et puis, unité 3, exposer ses objectifs, ses ambitions avec une étude de cas, faites le point. Donc ici, ça permet de visualiser aussi le temps de travail des apprenants, de se figurer une sorte de cadran horaire, un petit peu quelque part, pour représenter un petit peu la progression pédagogique. Donc la carte mentale, elle peut aider aussi à visualiser tout ça. Et d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, la carte mentale, elle peut nous aider aussi à servir de passeport de compétences pour formaliser toutes les compétences que l'on a acquises. Je vous montre ici en plus grand d'ailleurs cette carte mentale, en l'occurrence, qui fait l'introduction du module d'Édito Pro, module 1. On peut utiliser les cartes mentales aussi pour représenter des séquences narratives. Alors moi qui suis conteur, je raconte aussi des histoires à mes heures perdues. J'utilise beaucoup aussi ce schéma narratif. Vous connaissez déjà le schéma narratif avec l'acronyme SPARI, situation, problème, action, résolution, information. C'est le schéma narratif qu'on le retrouve notamment dans les contes, mais pas que, avec d'abord la situation, le contexte, puis le problème, le héros rencontre une problématique, les actions dans lesquelles on a les péripéties, la résolution, quel est le dénouement, et puis l'information qui peut être notamment la morale, notamment dans certains contes, comme les contes étiologiques qui expliquent l'histoire de la création, par exemple. Donc, vous avez ici un schéma narratif. Un schéma narratif, c'est déjà en soi, comme vous le voyez à l'écran, une forme de carte mentale avec une scénarisation, une forme de storyboard. Ça, on peut l'utiliser aussi, notamment avec des ressources pédagogiques que l'on a à disposition. Ça peut être des bandes dessinées. Les bandes dessinées, pour moi, en soi, sont déjà aussi des cartes mentales parce qu'elles permettent de conceptualiser la notion de narration, conceptualiser le temps et l'espace-temps au travers de visuels. Ce qu'il est intéressant de faire et qu'on pourrait faire ici avec un extrait de Bonjour et bienvenue, ici on a une bande dessinée qui intervient toutes les 2 unités, on pourrait tout à fait imaginer découper les différentes vignettes de cette bande dessinée et demander aux apprenants de les replacer dans l'ordre. Le fait de faire un travail de manipulation, un travail manuel, on va aussi travailler des concepts et notamment le concept de la narration et le concept temporel de la narration. Donc ça, c'est intéressant aussi à avoir à l'esprit. Une carte mentale, ce n'est pas toujours quelque chose que l'on dessine, ça peut être des éléments que l'on découpe, des post-it que l'on déplace, on le verra aussi tout à l'heure au fil du webinaire, pour travailler la manipulation et faire en sorte de travailler le concept. Et le concept que l'on pourrait travailler ici, comme vous le voyez à l'écran avec une bande dessinée, ce n'est pas n'importe quel concept, c'est le concept de la narration, c'est-à-dire remettre les éléments de la narration dans le bon ordre. Autre élément intéressant, qui est aussi une carte mentale, vous l'avez peut-être déjà utilisé, vous avez également la méthode du Kanban. La méthode du Kanban, c'est un tableau sur lequel on va noter toutes les actions à réaliser et puis on va indiquer les actions à faire, les actions qui sont en cours de réalisation, les actions en attente et les actions terminées. Ce qui permet aussi peut-être avec vous, avec vos apprenants dans une classe notamment, de travailler sur soit des projets de classe, soit sur
soit sur des acquis. Hein, vous allez pouvoir travailler avec des apprenants sur des acquis, tout ce qu'ils doivent acquérir, tout ce qui est déjà acquis. Vous pourriez demander aux apprenants d'avoir un post-it avec, par exemple, une icône qui les représente ou un pictogramme qui les représente sur chaque post-it, et ils vont pouvoir dans la classe déplacer toutes les notions qu'ils connaissent déjà. Un peu comme un méga passeport de compétences que l'on partagerait en classe pour voir qui a progressé sur quelles compétences et qui peut aider les uns les autres. Donc c'est une forme aussi d'outil intéressant, le Kanban, à utiliser en classe, je trouve, parce qu'il permet de visualiser déjà pour l'apprenant ses progrès, sa progression, de vérifier les compétences qu'il a acquises et de venir peut-être potentiellement en aide, favoriser l'entraide dans la classe en identifiant les personnes qui sont en attente, des compétences qui sont à acquérir, par exemple. Donc, les compétences à faire, notamment, ça permet aussi de savoir ce qu'il y a à prioriser aussi. Un autre outil qui est intéressant, qui est aussi une carte mentale, c'est la matrice Eisenhower. Peut-être que vous l'utilisez au quotidien en tant qu'enseignant. Moi, je l'utilise parfois aussi pour m'aider à prendre du recul. Je me fais visuellement une matrice Eisenhower sur mon mur et j'ajoute des post-it. Qu'est-ce que c'est une matrice Eisenhower? C'est tout simplement un outil qui aide à distinguer ce qui est urgent de ce qui est important. Plus c'est important et plus c'est urgent, plus c'est à faire, donc plus c'est en vert. Moins c'est important et moins c'est urgent, plus c'est un élément dont on doit se séparer ou qu'on n'a pas réalisé. Donc ça permet aussi de faire le tri entre les différentes actions, de pouvoir aussi prendre beaucoup de recul sur ce que l'on a à faire. Ça peut être un outil intéressant également pour planifier également les compétences à acquérir de la part des apprenants. Je vous donne un autre exemple ici, issu d'une carte mentale de Imagine 1, qui est une collection pour les adolescents aux éditions Didier Fleu, pour les 11-15 ans. Et vous avez une carte mentale, vous le voyez, où on va récapituler l'unité, où l'on parle de sa ville et de son lieu d'habitation. Et on voit cette carte mentale avec le hashtag chez moi, qui va intervenir dans le cahier à la fin de l'unité. Donc, vous voyez que la carte mentale, elle a vraiment, c'est pour ça que je parlais aussi d'acquisition de compétences, de passeport de compétences. La carte mentale, elle a aussi cette logique de mémorisation, mais au-delà de mémorisation, elle a une logique de systématisation des acquis, de vérification des acquis. La carte mentale, elle peut intervenir à la fin de l'unité, et elle peut permettre de vérifier avec l'apprenant qu'il a bien compris, qu'il a bien acquis tous les éléments de l'unité. Ici, par exemple, j'habite dans un immeuble ou dans une maison au premier étage, au 5e étage, etc. Mon lieu préféré dans ma ville, c'est le cinéma, par exemple, où j'écris le nom de 4 lieux dans la ville que je préfère. Mon activité préférée dans ma ville, je vais au collège A, j'écris le nom de 5 moyens de transport, j'écris le nom de 5 pièces de ma maison. Donc, vous voyez qu'avec cette carte mentale, on va pouvoir ici travailler la vérification des acquis à la fin de l'unité. Ça permet donc, comme je disais, de réviser l'unité, mais aussi de classer ces acquis. On va pouvoir les mettre dans des cases un petit peu. C'est un peu l'intérêt aussi d'une carte mentale. On va pouvoir à la fin avoir une sorte de fiche de révision. Un document synoptique, synthétique, qui va résumer tous les acquis de l'unité. Et ce n'est pas un document que l'on va produire soi-même, c'est un document qui va être écrit, rédigé par l'apprenant lui-même. Et puis, ça va permettre aussi de se ressaisir de cette carte mentale, pourquoi pas pour faire des projets de production écrite, pourquoi pas pour derrière faire des projets de production orale et pourquoi pas des projets d'interaction et de médiation. On pourrait imaginer une activité sur les pièces de la maison, par exemple, en demandant aux apprenants quelle pièce dois-je traverser pour arriver jusqu'à ma chambre. Voilà, donnez-nous le chemin pour sortir de votre maison depuis votre chambre. On peut faire le cheminement inverse, par exemple. Et donc, ça permet aussi de favoriser la prise de parole à partir du vocabulaire ici que l'on va avoir inscrit dans cette carte mentale synoptique. À propos des 4 lieux préférés de ma ville, on pourrait dire tout simplement quels sont les 4 lieux préférés de ma ville pour travailler sur j'adore, j'aime, je déteste, par exemple, à travers de ce vocabulaire et au-delà de la révision de vocabulaire, faire travailler les éléments morpho-syntaxiques. Autre exemple de carte mentale, ici dans le cahier d'exercice de Bonne Nouvelle 1. Bonne Nouvelle 1, c'est une méthode pour les 8-12 ans. Même chose, on retrouve ici dans cette carte mentale la même logique de passeport des savoirs, de passeport des compétences, puisque, vous le voyez ici, cette carte mentale, elle nous permet de faire le bilan. Qu'est-ce que tu sais faire ?
Pour insister, j'utilise les pronoms toniques. Donc, on révise les pronoms toniques. On a une conjugaison du verbe savoir au présent de l'indicatif. Et puis, on a aussi des phrases à rédiger à la piscine. Je nage sous l'eau, je fais la brasse, je nage la brasse, je saute du plongeoir, etc. Donc, on va pouvoir ici réutiliser des verbes que l'on a vus dans l'unité. Et surtout, vous le voyez, à la fin de cette carte mentale qui est aussi imagée, avec les petits pictogrammes qui représentent des nageurs, on a à la fin de cette carte mentale, et en français, qu'est-ce que tu sais faire? Comprendre des dialogues enregistrés, travailler en groupe. Donc vraiment, cette carte mentale, elle peut aussi intervenir, comme je le disais, vraiment à la fin d'une unité, à la fin d'une séquence pédagogique pour réviser les éléments acquis par l'apprenant et surtout pour formaliser pour l'apprenant tout ce qu'il a acquis au fil de l'unité. Donc c'est très rassurant, ça favorise l'autonomisation de l'apprenant aussi, dans le sens où il va verbaliser, formaliser son apprentissage. On classe ses acquis, comme on le disait tout à l'heure, et surtout, avec le passeport ici, on va prendre du recul sur sa progression. Un autre exemple que j'aime beaucoup, qui est ici extrait du guide pédagogique, guide pratique de classe de l'atelier. L'atelier, c'est une méthode pour les grands adolescents et les adultes. On est ici au niveau B1, et au niveau B1, vous le savez, on aborde notamment le passé composé et la particularité bien française de l'accord du passé composé avec être ou avec avoir. Et vous remarquez que dans ce guide pédagogique, on vous propose aussi une petite rubrique qui s'appelle « Au tableau ». Moi, je l'aime bien, cette rubrique qui a été créée par les auteurs de l'atelier, parce que cette rubrique, elle permet de donner du matériel aux enseignants, tel que des informations sur ce qu'il y a à écrire au tableau. Ici, on propose tout simplement à l'enseignant d'écrire au tableau le schéma de l'accord du participe passé, selon qu'on le conjugue avec ce passé composé avec le verbe être ou avec l'auxiliaire avoir. Donc, vous voyez ici les éléments qu'on peut proposer. C'est une forme de carte mentale, ce schéma aussi, une forme de processus que l'on va retrouver qui permet soit de prendre du recul pour l'apprenant, soit de le verbaliser et de le formaliser. On pourrait très bien imaginer une carte mentale vide écrite au tableau, et ce serait à l'élève, par une grammaire réflexive, une grammaire un petit peu conceptuelle, où il va justement travailler la réflexion du fonctionnement de la langue et du fonctionnement et de la règle ici. Il va pouvoir formaliser la règle et l'écrire au tableau sous forme de schéma. Ça peut être intéressant, donc, comme je le disais, de laisser les apprenants formuler la règle avant ou de schématiser après, une fois qu'ils ont compris la règle. Et ça, ce sont des indices qu'on vous donne aussi dans les guides pratiques de classe. C'est le cas notamment ici dans la méthode l'atelier, dans le guide pratique de classe. Deuxième astuce, jongler avec les concepts, classer et comparer les notions. Ici, vous voyez un extrait notamment de la méthode Édito, qui est notre best-seller aux éditions Didier Fleu. On va retrouver ici une page de vocabulaire qui permet au niveau A1 de réviser les objets technologiques, les objets du quotidien, la description de ces objets, s'ils sont carrés, s'ils sont ronds, s'ils sont légers, lourds, petits et grands. On va pouvoir les classer. C'est intéressant aussi de se ressaisir de ces pages de vocabulaire en demandant aux apprenants de jongler avec ces concepts. Jongler avec ces concepts, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire notamment faire des cartes mentales. Avec une carte mentale, on va pouvoir jongler avec ces concepts, on va pouvoir les classer. Par exemple, on peut imaginer plusieurs typologies de cartes mentales. On va pouvoir imaginer les objets en plastique, les objets électroniques, les objets lourds, les objets légers. On pourra ensuite, à partir de ces qualificatifs, classer différents objets. Plutôt que de les classer uniquement par typologie d'objets technologiques ou objets du quotidien, on peut les classer par d'autres typologies. On pourrait classer, par exemple, dans cette liste, les objets jaunes, et les objets verts, les objets avec un écran, les objets qui n'ont pas d'écran, les objets en tissu ou les objets en plastique, par exemple. On peut imaginer plein de choses pour faire des cartes mentales différentes. Et ce qui est intéressant avec les cartes mentales, c'est que c'est là qu'il y a de l'autonomisation de l'apprenant. L'apprenant n'est pas forcément le seul à pouvoir proposer, l'enseignant, n'est pas le seul à pouvoir proposer sa carte mentale et sa vision de la carte mentale. C'est aussi aux apprenants de proposer leur propre carte mentale, et c'est là que leur autonomisation va intervenir. Je vous donne un exemple ici avec Édito A2. Vous voyez qu'on a une page avec le vocabulaire des aliments. On a les légumes, l'aubergine, l'avocat, la betterave, la carotte, les légumes secs et les céréales, les fruits secs, les poissons et les fruits de mer, les herbes et les épices, les quantités et les actions sur les aliments. Bien sûr,
tous ces éléments-là, on va pouvoir les classer de manière différente. Chaque apprenant va pouvoir se les réapproprier en faisant sa propre carte mentale. Et c'est là qu'interviennent aussi les intelligences multiples. Chacun a sa propre manière de classer les informations, de classer des notions et de classer des concepts. Certains apprenants vont par exemple avoir une mémoire plus visuelle et vont se dire, tiens, je vais moi mémoriser ce vocabulaire des aliments en classant les aliments par couleur. La couleur des fruits et des légumes, par exemple, en disant il y a du rouge, du vert, du orange. Dans la partie rouge, je vais classer tomates, pommes, groseilles. Dans la partie verte, je vais classer le haricot vert, le chou, le poireau, le kiwi, l'avocat. Et la partie orange, la carotte et la courge, par exemple. Donc ça permet aussi, pour ceux qui vont être visuels, peut-être de faire cette carte mentale. D'autres vont avoir une autre logique, peut-être une logique un peu plus conceptuelle encore, parce qu'ils aiment faire la cuisine et ils vont distinguer les aliments qui se mangent cuits de ceux qui se mangent crus. La carotte, par exemple, pouvant être dans les deux catégories. On peut la manger crue et cuite. L'aubergine sera plutôt cuite. La betterave aussi. Donc, ça permet aussi d'avoir une autre forme de classification. Encore une fois, un appel à l'intelligence multiple. Et puis d'autres vont avoir une intelligence encore plus conceptuelle encore, et ça peut être aussi un objectif que vous proposez à vos apprenants, à travers ce vocabulaire des aliments, de créer une carte mentale, notamment pour imaginer la recette de la ratatouille ou les différents processus pour réutiliser à la fois les verbes d'action qui sont indiqués dans cette page de vocabulaire, mais aussi les ingrédients. Donc on va avoir plusieurs étapes, hein. C'est une proposition ici de carte mentale. Acheter les ingrédients, préparer, assaisonner, et dans préparer, on va voir couper, faire cuire, et puis ensuite servir avec manger et déguster et les différents éléments. Je vois que vous interagissez beaucoup dans le chat. Merci pour vos partages. Il y a effectivement, Audrey, beaucoup d'outils qui permettent de créer ses propres cartes mentales. Moi, ici, j'ai fait ces cartes mentales tout simplement sur PowerPoint, mais on peut les faire sur des outils comme MindMap. On peut les faire aussi sur des outils comme Geniali, comme vous le proposez Amalia, justement. Il suffit de taper dans un moteur de recherche créateur ou générateur des cartes mentales et vous avez bien sûr une liste infinie d'outils qui vous sont proposés pour créer des cartes mentales. Mais attention, une carte mentale n'est pas seulement un outil numérique. Une carte mentale, ça peut se créer aussi avec des petits bouts de papier, avec des post-it par exemple, pour pouvoir manipuler, travailler la manipulation des concepts et jongler encore une fois avec les concepts. Je crois très fermement dans le rôle de la manipulation des concepts entre les apprenants, de jouer avec le vocabulaire, de déplacer les notions et les concepts entre différentes catégories et classements. Autre élément intéressant, on pourrait travailler ici avec Édito B2. On est ici sur le vocabulaire du corps et de l'apparence, juste en face d'une page culture où on parle du corps du futur, on parle de l'homme augmenté de demain avec tout ce qui va être effectivement technologique et qui va interagir avec notre corps à l'avenir, qui interagit déjà en partie avec notre corps. On sait l'importance de notre main aujourd'hui avec le téléphone portable. Donc, on peut imaginer ici plein de choses, c'est-à-dire une carte mentale qui va faire un lien entre la page de vocabulaire et puis la page de culture. Par exemple, imaginez comment réutiliser ce vocabulaire du corps et de l'apparence en fonction ici du texte qui est un extrait de l'invention du corps, un extrait du récit de Pierre du Crozet. On pourrait tout à fait imaginer une carte mentale qui reprend le vocabulaire utilisé dans cet extrait de texte ou une carte mentale qui reprend, comme c'est le cas dans le schéma juste à côté, le dessin qui est juste à côté, en précisant quelles sont les fonctions de chacun des organes, par exemple. On peut imaginer plein de choses, en fait. Faire interagir des pages de manuels, de méthodes, comme c'est le cas ici, pour détacher un peu les notions et ne pas les rendre fixes. Une page de vocabulaire, ça peut paraître parfois un peu aride parce que c'est une liste, mais en réalité, on peut tout à fait les réinvestir, ces pages de vocabulaire, en les faisant vivre sous forme de carte mentale, pour les isoler, pour faire en sorte que ce soit des projets de classe. On peut faire des dessins, on peut prendre des grandes pages A3, chacun dessine sa carte mentale, sa propre appropriation du vocabulaire, et ensuite on peut exposer chacun sa carte mentale au mur, les scotcher, les afficher au mur. Ça permet aussi les uns les autres de voir quelle est sa propre appropriation du vocabulaire. On n'a pas tous la même manière d'apprendre, et c'est bien tout l'intérêt justement de l'apprentissage en classe, de pouvoir confronter les modes d'apprentissage. Troisième astuce, qui peut être intéressante aussi pour tous les enseignants qui sont dans la salle et dans ce webinaire, c'est de montrer les interactions.
Alors, pour montrer les interactions, je vous ai pris un extrait ici d'une page culture de Édito A2, où l'on parle, dans cette page culture, de Jean de La Fontaine. On fait une compréhension écrite sur un extrait ici qui nous parle de Jean de La Fontaine. On parle du cliché aussi, et puis de l'anthropomorphisme qui est présent, bien sûr, dans ces fables. On pourrait imaginer des liens, par exemple. Une carte mentale, c'est aussi une manière de créer des liens entre des concepts. Par exemple, vous voyez ici sur le côté une liste d'animaux que l'on retrouve dans les fables de La Fontaine notamment. On pourrait très bien imaginer dans cette carte mentale des liens entre les animaux, comme par exemple le renard et la cigogne, le corbeau et le renard, la tortue et le lièvre, le bœuf et la grenouille, la fourmi et la cigale, etc. Donc, essayez de jouer avec des concepts. Ça peut se faire sur le format numérique, mais encore une fois, ça peut se faire avec des bouts de papier et ça peut se faire avec des post-it pour jouer avec des concepts et faire manipuler aussi du vocabulaire aux apprenants. Encore une fois, je crois beaucoup aux gestes dans l'appropriation du vocabulaire. Beaucoup apprennent le vocabulaire en mettant des post-it sur des objets. On peut aussi, au-delà de mettre des post-it sur des objets, manipuler les concepts et les faire bouger sur une table ou sur un tableau. Je vous donne un autre exemple que j'aime beaucoup, qui s'appelle notamment pour jongler avec les concepts et les mettre en relation. Ça s'appelle le diagramme de Venn. Vous voyez ici peut-être un extrait que j'ai pris du site Klaxoon où on parle de la comparaison des baleines et des poissons. Et on montre leurs différences, mais on va aussi montrer leurs points communs. Alors pour moi, c'est aussi une forme de carte mentale parce que la carte mentale ici est visualisée, schématisée, avec un point commun qui est au centre. Les baleines et les poissons ont le point commun de vivre dans l'océan. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas de tous les poissons, hein, évidemment, mais c'est un élément quand même qui est commun à ces deux animaux. On pourrait aller plus loin avec ces cartes mentales, parce que les cartes mentales, telles que le diagramme de Venn, permettent de notamment créer des activités de brise-glace. Quels sont les points communs entre les apprenants de notre classe? On pourrait tout à fait imaginer un grand schéma avec des petits bouts de papier, avec des post-it, et puis leur demander de mettre leurs points communs au tableau, de dessiner 2 grands ronds, et puis il y a des personnes qui vont avoir des points communs et des personnes qui auront des éléments distinguants, distinctifs les uns des autres. Un autre élément qui est aussi un diagramme de Venn que vous voyez à l'écran, mais un peu plus poussé. On distingue ici les animaux qui respirent de l'air, les animaux qui ont des pattes, les animaux qui peuvent nager, et parmi les animaux qui peuvent nager, ceux qui ont des ailerons, ceux qui n'en ont pas. Par exemple, on voit ici que les méduses peuvent nager, mais n'ont pas d'ailerons. On voit que les tortues de mer sont à la fois des animaux qui peuvent nager, qui peuvent respirer de l'air et qui ont des pattes. Donc, on peut classer en fait des éléments de vocabulaire avec aussi ces diagrammes de Venn qui est très intéressant pour manipuler des concepts. Ici, c'est des concepts de vocabulaire, mais on pourrait travailler avec des concepts aussi un peu plus poussés à des niveaux B1, B2, C1, C2, bien évidemment, jusqu'à pourquoi pas des concepts philosophiques qui peuvent être classés avec le diagramme de Venn. Un exemple de diagramme de Venn, c'est un jeu que vous connaissez peut-être. Ce jeu s'appelle le Double. On vous en propose un extrait dans la méthode L'Atelier au niveau A2, dans le guide pédagogique, le guide pratique de classe. Vous voyez ici une révision du vocabulaire des aliments. C'est une forme de diagramme de Venn parce qu'en fait, on va devoir trouver des paires et associer des paires. Et quelque part, on va associer 2 ronds ensemble pour créer des méga diagrammes de Venn. Donc, intéressant aussi à utiliser les jeux et la manipulation. Encore une fois, c'est des choses qu'on peut découper, qu'on peut manipuler pour faire réviser les points communs entre différentes images et donc le vocabulaire. Un autre exemple de diagramme de Venn ici, c'est un diagramme de Venn ici en anglais qui nous explique qu'est-ce que c'est l'UX, c'est-à-dire l'expérience de l'utilisateur. Et on voit que l'UX est à la croisée des chemins entre la technologie, le business et le design. Donc ça, vous pourrez trouver plein d'exemples de diagrammes de Venn sur Internet. C'est très inspirant, ce diagramme de Venn, parce qu'on peut notamment travailler comme activité brise-glace sur les points communs et les différences entre des apprenants de sa classe, mais aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, des éléments de vocabulaire ou des concepts. On pourrait, par exemple, s'amuser, parce que vous savez que dans le cadre européen, il y a une notion qui a fait son apparition surtout en 2018 avec les nouveaux descripteurs du cadre européen, c'est le concept de médiation. Je pourrais vous poser une colle.
vous avez 1 heure pour me créer une carte mentale et me créer une carte mentale qui soit un diagramme de veine qui m'explique qu'est-ce que c'est que le concept de médiation en classe de FLE. Ah, ça serait un grand sujet. J'attends vos retours et vos copies dans 1 heure. Vous avez 1 heure pour plancher. Non, non, je plaisante, mais voilà, ça peut être une idée aussi de travailler aussi à la manipulation des concepts et à la réflexion pour avoir une restitution qui soit communicable. On pourrait communiquer des éléments aussi plus facilement, peut-être plus visuellement au travers de ces cartes mentales, notamment un diagramme de veine qui permet de simplifier la communication. Donc, plutôt que de faire un PowerPoint, plutôt que de faire simplement un résumé, une restitution avec un résumé ou une synthèse, pourquoi pas faire aussi un diagramme de veine qui va vous permettre de visualiser un petit peu les mots-clés de votre intervention et qui va permettre justement de conceptualiser un petit peu l'avancée de votre discours. Merci pour les partages. D'ailleurs, je vois que Frédéric partage aussi des éléments sur le double. Je vous partage aussi tout de suite des éléments sur la méthode dont je vous parlais tout à l'heure. C'est l'atelier. Vous pourrez découvrir des extraits et télécharger gratuitement d'ailleurs sur cette méthode de l'atelier les guides pratiques de classe qui vous permettront de jouer notamment au double, mais à d'autres jeux. Donc, voici le lien dans le chat pour retrouver les téléchargements des guides pratiques de classe gratuits. Un autre exemple, toujours avec les guides pratiques de classe, c'est notamment ce qu'on peut trouver dans les guides pratiques de classe de l'atelier. Ici, on vous propose des solutions, notamment sur qu'est-ce que c'est qu'être enseignant-médiateur. Donc, vous voyez qu'on vous propose le fait que l'enseignant est médiateur entre la langue et les apprenants, entre les apprenants et le savoir, et entre les apprenants eux-mêmes. Ce document que vous retrouvez dans le guide pratique de classe, c'est une des fiches de formation qui sont proposées par les auteurs et enseignants de cet ouvrage et qui permettent de visualiser quel est le rôle de l'enseignant dans cette logique de médiation de classe. 4e astuce pour continuer. Déterminer les arguments, les causes et les conséquences. Alors moi qui étais enseignant de français dans le supérieur et notamment avec des étudiants qui avaient au programme l'analyse de documents variés et la synthèse de documents, je vous avoue que j'ai très très souvent utilisé les cartes mentales avec ces étudiants qui étaient francophones, mais qui avaient parfois du mal à comparer des arguments entre eux, à déterminer des causes et des conséquences, à définir ce qui était essentiel dans un texte, à confronter des textes les uns avec les autres. Eh bien, effectivement, ça, c'est un élément important pour moi des cartes mentales, de savoir schématiser un texte, déterminer les arguments, les causes et les conséquences. Alors, comment ça fonctionne? Ça peut fonctionner avec plusieurs outils. L'outil qui est intéressant, c'est l'arbre des décisions, par exemple. Je veux partir en vacances, mais qu'est-ce que je peux faire pour partir en vacances? Je peux partir en Europe. Et si je veux partir en Europe, je peux partir où? Je peux visiter l'Espagne, je peux visiter la France, je peux visiter la Hongrie, je peux visiter d'autres pays. Ou encore, autre solution, plutôt que de partir en Europe, je peux visiter ma famille. Je peux aller voir mes parents, je peux rendre visite à la belle famille. Pas une option, la belle famille, non, on va oublier. Rester dans ma région. Et si je reste dans ma région, je peux découvrir des endroits jamais visités, je peux faire un parc d'attractions. Et là, on peut imaginer avec cet arbre de décision, mettre des post-it en face, favoriser un débat, faire interagir les apprenants aussi sur ces différents éléments, faire voter les apprenants sur cette décision. Pourquoi on va décider pour une option plutôt que pour une autre? On a le budget, on n'a pas de budget, on a envie, on n'a pas envie, etc. On va pouvoir exprimer ici un petit peu son opinion et sa décision. Autre outil intéressant, ici je vous montre un extrait d'un texte sur les plantes médicinales en Martinique. C'est un texte de l'AFP qui est extrait de Édito B2 dans sa nouvelle édition. Je vous agrandis ce texte. Et tout simplement pour vous montrer qu'on va pouvoir travailler ici à la distinction des idées, des arguments et des exemples. Dans un texte qui est normalement bien constitué, bien construit, on a toujours ces 3 éléments. Dans un paragraphe, normalement, il y a toujours une idée principale, une idée directrice, des arguments qui viennent facilement ici représenter l'idée principale, et ensuite des exemples qui viennent illustrer ces arguments. C'est la structure en général d'un texte, c'est ce qu'on appelle la pyramide de Minto. Dans un paragraphe, toujours sous forme pyramidale, on commence par l'idée. On peut continuer avec des arguments qui viennent argumenter et donner des preuves
à cette idée centrale. Et ensuite, des points supports qui sont les exemples qui viennent donner du poids, qui viennent illustrer chacun de ces arguments. Bien entendu, cette pyramide, elle peut, dans certains paragraphes et dans certains textes, être inversée et ressembler à un entonnoir. Certains journalistes, par exemple, commencent par l'exemple, poursuivent avec les arguments, pour arriver en conclusion du paragraphe à l'idée principale, à l'idée directrice du texte. Donc effectivement, c'est un outil intéressant que j'utilisais beaucoup dans les classes, notamment pour travailler sur les textes. On pourrait, par exemple, travailler sur ce texte de Édito B2. Il est temps de réformer le participe passé. Pourquoi c'est important de réformer le participe passé, selon vous? Ici, on a un texte de Jean-Benoît Nadeau d'actualité qui nous donne sa vision des choses. On pourrait comparer ce texte à un autre texte qui parle du même sujet et, encore une fois, utiliser la pyramide de Minto, cette pyramide de Minto qui va nous permettre de confronter des idées entre elles. On pourrait tout à fait imaginer une idée centrale, puis des arguments, l'argument d'un auteur, puis l'argument d'un autre auteur, puis l'argument d'un autre texte, confronter ces textes, travailler tous les connecteurs logiques, et notamment les connecteurs de concession. Tel auteur pense ceci, alors que tel autre pense cela. Ça permet de travailler vraiment les connecteurs logiques et notamment d'ajouter dans les petits liens qu'il y a entre les arguments, on va pouvoir ajouter des connecteurs logiques entre les arguments. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de visualiser des notions, des concepts, des idées, des arguments, des exemples, et d'y ajouter visuellement, quand on les écrit au tableau, d'y ajouter les connecteurs logiques. Donc ça, je l'ai beaucoup utilisé en classe et je vous affirme qu'effectivement, c'est un outil assez intéressant pour aider les apprenants à prendre du recul sur un texte lui-même, identifié tout seul, isolé, mais ça peut aussi permettre de confronter des idées entre elles, des textes entre eux, pour arriver à une synthèse de documents. La cinquième astuce que j'aimerais vous donner, c'est de développer son imagerie mentale et sa mémoire visuelle. Vous avez compris que j'aimais bien la manipulation, que j'aimais bien aussi les images, ça passait forcément par les cartes mentales. Je vous donne un exemple ici de Marion Charot, que vous connaissez peut-être avec son site territoiredeslangues.com, qui nous propose ici, Marion Charot, des dessins qui vont nous permettre de réviser différents éléments de langage, de communication. Notamment ici, vous avez les activités, c'est la carte des activités, avec faire du tennis, par exemple, il fait du vélo, il fait de la natation, de l'équitation, des haltères, jouer au tennis, jouer à l'épervier, jouer aux échecs, jouer aux cartes, aimer pratiquer le sport, le yoga, l'escalade, etc. Jouer de la flûte, jouer du piano. Ça permet de travailler non seulement des éléments de vocabulaire, mais aussi de travailler la syntaxe. Pour le nom du site, vous l'avez, Chloé, juste en dessous de l'image, c'est territoire au pluriel des langues.com de Marion Charot. Et en plus, Marion nous a proposé ici une sorte d'échelle juste en bas de cette carte mentale avec le degré d'appréciation de ces différentes activités. Donc, on peut réutiliser cette carte non seulement pour mémoriser le vocabulaire, mais aussi pour travailler la syntaxe. Par exemple, si je prends un exemple ici, je pourrais dire « J'aime bien jouer au tennis ». Je déteste jouer de l'accordéon. Je n'aime pas beaucoup faire de la natation, etc., etc. Donc, on peut se ressaisir d'une carte mentale pour non seulement travailler les concepts du vocabulaire, c'est souvent ce qu'on a tendance à faire en tant qu'enseignant, on limite souvent l'utilisation des cartes mentales au vocabulaire. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que par le dessin, par le visuel, on va favoriser une mémorisation visuelle, bien évidemment, mais aussi favoriser un travail sur la morphosyntaxe. C'est le cas qu'on vous propose ici. On va favoriser aussi une mémorisation et bien sûr une sorte de passeport des compétences, puisque chaque apprenant peut dessiner sa propre carte mentale. Moi, j'aurais tendance à vous dire, ne prenez pas des cartes mentales toutes faites, n'imprimez pas des cartes mentales déjà toutes prêtes que vous allez proposer à vos apprenants. Vous avez vu que dans les ouvrages des éditions Didier, ces cartes mentales sont des cartes mentales vides. C'est des cartes mentales que vous pouvez proposer, mais que vous devez vider. Hein. C'est aux apprenants eux-mêmes de prendre l'autonomie, de remplir ces cartes mentales pour qu'ils puissent les investir de leur propre vision des choses et qu'ils se les approprient. Parce que le fait de s'approprier une carte mentale va bien sûr jouer un rôle majeur dans la mémorisation. Un autre exemple ici que je vous donne, avec des dessins. On peut utiliser des pictogrammes, hein, comme c'est le cas ici. Vous savez que c'est l'année des Jeux Olympiques à Paris. Donc, j'ai pris ici cette thématique avec différents sports qui sont représentés à l'écran. Et on pourrait demander à ces apprenants de faire une carte mentale à travers des pictogrammes
pour leur faire verbaliser, oraliser, prendre la parole autour de cette carte mentale pour dire quels sont les mots de vocabulaire correspondant à chaque sport. Par exemple, on pourrait dire identifier les sports d'équipe dans cette liste de pictogrammes. Donc ici, j'ai identifié les sports d'équipe qui sont en jaune. Et je pourrais dire dans ces sports d'équipe qu'il faut les classer. Donc on va les classer entre les sports d'équipe qui se jouent sur le terrain. Pour ceux qui se jouent avec le terrain, sur le terrain, on va dire ceux qui se jouent avec une balle, ceux qui se jouent avec autre chose, ici un volant pour le badminton, les sports d'équipe qui se jouent dans l'eau comme le water polo, ou les sports d'équipe qui se jouent sur glace comme le hockey. Donc ça peut être intéressant de jouer aussi avec des concepts qui ne sont pas seulement des concepts linguistiques, ça peut être aussi des concepts visuels, des métaphores, des allégories, que l'on va manipuler dans la classe pour faire verbaliser aussi des choses aux apprenants. Un exemple ici avec une page extraite du édito A1 dernière édition avec la page de vocabulaire sur le corps et la santé. On pourrait tout à fait imaginer projeter à l'écran le dessin qui représente les différentes parties du corps et demander à nos apprenants, bien sûr, d'écrire et de poster le post-it sur le mur sur lequel on projette pour pouvoir justement avoir des éléments où les élèves participent à la création d'une carte mentale, ici un dessin qui représente le corps bien évidemment. Je vous donne un autre exemple aussi qui est de l'ordre du jeu. Alors, on a une collection pour enfants qui s'appelle Passe-Passe, c'est pour les 6-10 ans, ici on est au niveau 2, et au niveau 2 on a notamment des jeux avec le tour du monde. On pourrait tout à fait aussi utiliser les cartes du monde pour travailler des concepts et des cartes mentales. Pourquoi pas travailler encore une fois avec une projection d'une carte du monde et puis travailler avec des post-it sur révision des noms des pays en français, révision des noms des habitants en français ou révision des capitales, pourquoi pas, de chaque pays pour pouvoir favoriser la verbalisation. La capitale de l'Australie, c'est voilà, on révise au passage. Des cartes mentales aussi qui permettent, comme vous le voyez ici, dans Bonne Nouvelle, de travailler notamment le vocabulaire de la ville, ici, ou encore comme dans Passe-Passe, avec les lieux de la ville, où on va pouvoir projeter le poster à l'écran et demander à ses apprenants de venir ici poster des post-it sur le poster, sur l'affiche, sur la projection, la vidéoprojection en classe, pour indiquer quel est leur lieu préféré, par exemple, pour indiquer à quelle heure ils vont à la patinoire, avec qui ils vont à la gare pour voyager, par exemple. On peut poser plein de questions au travers de ce poster et faire interagir, bien entendu, avec des post-it. Pour moi, ici, le fait d'utiliser des post-it en soi et de les projeter sur une image est en soi une forme de carte mentale. Pourquoi ? Parce que l'apprenant va mentaliser ici un visuel avec tout le vocabulaire qui va lui être associé. Donc, c'est aussi une forme de carte mentale qu'un poster avec du vocabulaire que l'on va réinvestir avec des post-it. Alors, je vous montre aussi un autre exemple qui est intéressant, c'est les Lego. Vous connaissez peut-être les Lego. Ici, on rencontre notre autrice Marie-Noëlle Cocteau, qui est l'autrice de collections comme Imagine ou L'Atelier aux éditions Didier Fleu. Et Marie-Noëlle Cocteau nous propose ici de jouer avec des Lego pour travailler sur la morphologie lexicale. Alors, vous n'entendez pas le texte, mais elle va nous montrer justement comment, à partir des Lego, on va pouvoir travailler sur le radical, le préfixe, le suffixe, pour travailler par exemple avec le mot « content ». On va ajouter le préfixe « mais » pour faire « mécontent ». Et puis, on peut ajouter le suffixe « ement » pour faire le mot mécontentement. Donc, à partir de ces éléments visuels qui sont manipulables, alors vous allez me dire, ce n'est pas une carte mentale, on joue avec des Lego. Eh bien, quelque part, c'est le même principe qu'une carte mentale, parce que justement, on est dans la logique de manipulation. Encore une fois, souvent, on limite la carte mentale aux outils. Et c'est d'ailleurs la première question sur laquelle vous vous êtes précipité. Est-ce qu'il y a des outils en ligne qui permettent de faire des cartes mentales ? Attention, encore une fois, l'outil ne fait pas l'objectif. L'objectif, pour moi, c'est la mémorisation. Et je ne suis pas convaincu qu'on mémorise mieux en faisant une carte mentale sur ordinateur que si on fait une carte mentale dessinée. Enfin, moi, personnellement, dans mon approche de l'apprentissage personnel, à titre personnel, je mémorise mieux si je dessine avec ma main, plutôt que de faire une carte mentale sur ordinateur. Et je mémorise encore mieux si je manipule des objets avec mes mains.
Mais tout dépend des apprenants. Il y a effectivement des apprenants qui vont mieux mémoriser s'ils se font des fiches sur ordinateur. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir cette logique-là. D'ailleurs, vous retrouvez plein d'astuces dans les guides pratiques de classe. J'en ai beaucoup parlé dans ce webinaire. Pour l'atelier, le guide pratique de classe A1, où vous allez retrouver 10 fiches formation par guide qui vous donnent des informations comme notamment comment gérer son tableau. Eh bien, gérer son tableau, justement, c'est tout un art qui est proche de la carte mentale. La carte mentale, ça permet justement de visualiser des concepts, de les simplifier, de les rendre accessibles. Et bien, quelque part, c'est le job, c'est le travail de l'enseignant. Quand vous remplissez un tableau au fur et à mesure de votre cours, vous faites, sans le savoir, un peu comme M. Poquelin faisait de la prose sans le savoir, et bien vous faites, en tant que professeur, aussi une carte mentale. Sauf que parfois, vous avez des cours où ces notions que vous écrivez au tableau sont un petit peu éparpillées dans tous les sens. Et puis, parfois, vous vous rendez compte avec le recul que vous avez écrit des choses très structurées, avec le vocabulaire d'un côté, avec des conjugaisons de l'autre, avec des éléments culturels sur la partie droite de votre tableau, par exemple. Donc, c'est ce que propose ici Marie-Noëlle Coqueton dans ce guide pratique de classe, et elle vous propose une fiche sur comment gérer son tableau, et notamment comment structurer ce qu'on écrit au tableau. Elle propose notamment d'écrire la date, de lister les objectifs en haut à gauche, de tracer un trait vertical pour écrire sur la partie droite le lexique, sur la partie basse de droite la conjugaison, et d'utiliser des couleurs, des formes et des dessins, notamment pour illustrer certains concepts. Alors, je vois que vous êtes nombreux à parler du diaporama. Est-ce qu'on peut avoir le diaporama ? Non, malheureusement, je ne partage pas mes diaporamas. En revanche, vous pouvez bien entendu revoir ce webinaire en replay. Vous aurez toutes et tous une attestation de participation si vous avez participé au direct de cet événement. Pour les personnes qui regardent en replay, il n'y a pas d'attestation, bien évidemment. Alors, conclusion de ce webinaire. J'espère que ça vous a donné quelques pistes créatives pour réfléchir un petit peu à comment les utiliser. J'espère que vous avez retenu que ça permet de structurer, de manipuler, de comprendre et de mémoriser surtout. Mais j'espère aussi que vous avez compris que ça favorise la créativité de vos apprenants, que ça favorise l'idéation. Alors, qu'est-ce que c'est l'idéation ? C'est la formation et l'enchaînement des idées. Vous avez vu, j'ai beaucoup insisté notamment sur la structure des textes avec la pyramide de Minto, qui est une forme de carte mentale, comment s'enchaînent les idées. Et puis, ça permet de travailler aussi sur l'itération. L'itération, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours quelque chose qui est une ligne droite, qui est linéaire dans notre pensée. Et l'itération, ça permet de revenir sur certains concepts, d'y revenir progressivement. Si vous affichez en classe les cartes mentales réalisées par vos apprenants. Alors, j'espère que vous avez en classe la possibilité d'afficher les productions de vos apprenants. Si vous êtes en capacité dans vos classes d'afficher les cartes mentales de vos apprenants, ça permet aussi de faire des itérations. Qu'est-ce que c'est une itération ? C'est ce que vous faites perpétuellement en classe, c'est revenir sur des concepts pour aller les creuser, un petit peu comme dans une démarche spiralaire, dans une pédagogie spiralaire. On va pouvoir revenir sur des concepts, les creuser et aller un petit peu plus loin. Et bien justement, quand on a des cartes mentales réalisées par ces apprenants en classe, ça a un double effet intéressant, c'est que ça va permettre de valoriser le travail des apprenants et de se ressaisir de ce travail que l'on a valorisé pour favoriser la mémorisation et aller plus loin sur un concept. Et puis, troisième élément de conclusion que j'aimerais de vous donner, effectivement, moi je trouve que les cartes mentales sont géniales pour ça aussi. Et vous l'avez compris, c'est que les cartes mentales, on ne les fait pas seulement chacun dans son coin. On peut les fabriquer en les co-construisant ensemble. On peut collaborer. Et surtout, on peut favoriser la différenciation. Parce que si on collabore à une carte mentale, on peut peut-être davantage se rendre compte de qui est un petit peu en retrait. On peut se rendre compte des intelligences multiples, de ceux qui fonctionnent plus de manière auditive, de ceux qui fonctionnent de manière plus kinésique, en touchant, de ceux qui fonctionnent de manière plus visuelle, qui vont dessiner, qui vont faire des pictogrammes, par exemple. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet, en tant qu'enseignant aussi, au travers d'une activité assez simple de manipulation de concepts et d'objets avec des post-it ou des cartes mentales, de travailler la différenciation et de prendre en compte les intelligences multiples. Si vous voulez aller plus loin dans la compréhension des cartes mentales, je vous propose bien sûr les ouvrages des éditions Didier Floch dont je vous ai parlé, qui vous donnent des éléments concrets pour réviser au travers des cartes mentales dans les ouvrages comme Passe-Passe, Bonne Nouvelle, Imagine.
mais aussi on peut aller plus loin avec les cartes mentales, avec l'édito et l'atelier. Mais si vous voulez réfléchir vraiment à ces concepts, je vous propose plusieurs ouvrages des éditions Duno. C'est la boîte à outils du mind mapping avec 72 outils clés en main et des cas pratiques que vous pouvez utiliser. Mais il y a aussi la boîte à outils du professeur, enseigner autrement avec le mind mapping, carte mentale et conceptuelle, pour créer des cours plus amusants, pour mieux structurer vos séquences pédagogiques aussi. On vous donne tous les conseils pour utiliser les cartes mentales pour structurer vos cours. Autre ouvrage intéressant, c'est organiser vos idées avec le mind mapping, mais aussi rédiger vite et bien avec le mind mapping. Encore une fois, c'est une technique que j'ai beaucoup utilisée avec mes étudiants à l'université pour leur faire rédiger des synthèses de documents. On écrivait toutes les idées des différents auteurs des différents textes au tableau sous forme de carte mentale et le fait de l'avoir rédigé au tableau permettait une production écrite beaucoup plus efficace. Si vous voulez aller plus loin avec nos ouvrages aux éditions Didier Fleu, ça se passe sur didierfleu.com. Vous allez pouvoir visionner des extraits de nos ouvrages, bien évidemment. Trouvez également sur notre site les points de vente de nos distributeurs et nos partenaires dans le monde. Et puis, vous pouvez aussi acheter, si vous souhaitez acheter des versions numériques, allez visiter notre boutique en ligne qui s'appelle eboutique.didierfleu.com. Je le précise peut-être dans le chat. Donc, didierfleu.com pour le site pour visiter nos différentes collections et comprendre un peu notre offre d'ouvrages de français langue étrangère. Et si vous voulez acheter des versions numériques, ça se passe sur la boutique, donc eboutique.didierfleu.com. Et puis, si vous avez besoin de renseignements, on a toute une équipe derrière les éditions de Didier Fleu à l'export et en France aussi. N'hésitez pas à aller sur didierfleu.com, sélectionnez votre pays et vous serez renvoyé directement vers le délégué pédagogique qui pourra répondre à toutes vos questions pédagogiques ou commerciales. Si ce webinaire vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, j'ai été ravi d'être avec vous pendant ces plus de 3 quarts d'heure. J'ai un petit peu dépassé. Et si vous voulez découvrir d'autres webinaires, d'autres ateliers pédagogiques sur différentes thématiques, vous pouvez vous rendre sur diffuseurdusavoir.com et regarder gratuitement des replays ou visionner les prochains webinaires. On travaillera la fois prochaine, c'est le 27 février, la semaine prochaine, sur l'art d'enseigner le français pour éveiller la curiosité des jeunes enfants. On va parler des enfants de 4 à 6 ans et comment les sensibiliser, les faire parler en français pour les élèves allophones. Merci pour vos retours. Ah, vraiment, c'est sympa, tous vos retours, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Ça m'incite à en animer d'autres, donc c'est très bien. Merci à vous pour vos retours. On espère vous retrouver très nombreuses et très nombreux pour de prochains webinaires. Et en attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur nos ouvrages. On se fera un plaisir de vous accompagner sur l'utilisation des ouvrages des éditions Didier Fleu. Quant à moi, je suis Wilfried, je vous dis à bientôt. Au revoir.